On va partir un peu plus loin et peut-être un peu moins dans l'histoire des marins eux-mêmes. Désolé pour le thème exact du séminaire. Donc la question que je vais étudier, ça va être sur cette zone. Donc deux colonies, l'une appelée la Papouasie, qui était le quart sud-est de de l'île de Nouvelle-Guinée, et l'une appelée le territoire de Nouvelle-Guinée, qui était la partie nord-est. Et en fait, ces deux territoires, à l'issue de la Première Guerre mondiale, ce sont deux colonies australiennes, l'Australie étant la dernière puissance coloniale arrivée au XXe siècle, puisqu'elle a récupéré la Papouasie en 1905 du Royaume-Uni et le territoire de Nouvelle-Guinée en 1914 de l'Allemagne. Et donc ce territoire de Nouvelle-Guinée, c'était un mandat de la Société des Nations, donc théoriquement internationalisé. Et donc moi, je vais m'intéresser à un épisode particulier qui est la polémique liée à la loi sur la navigation australienne, donc la polémique de la Navigation Act. Alors cette Navigation Act, c'est une loi qui avait été votée en 1912 par le Parlement australien, un gouvernement travailliste avec un Parlement à majorité travailliste, qui désirait développer la marine marchande locale en forçant les armateurs britanniques qui voulaient commercer avec l'Australie de n'employer que... dans les faits, ce qu'ils voulaient, c'était qu'ils n'emploient que des blancs, et donc du coup, la méthode qu'ils utilisaient, c'est qu'ils forçaient d'avoir un droit du travail très protecteur, avec des congés, des droits à la retraite, des droits de chômage, et des salaires très élevés, ce qui faisait que de fait, ça empêchait les navires qui utilisaient de la main-d'œuvre asiatique ou océanienne d'échanger avec l'Australie. Donc cette loi n'était pas encore appliquée en fait quand la guerre est survenue, puisque les armateurs britanniques, donc directement du Royaume-Uni, faisaient un petit peu de la résistance. Et s'il y a eu polémique en Nouvelle-Guinée et en Papouasie, donc dans les deux territoires, c'est qu'en 1919, donc alors que la loi n'était pas encore appliquée, elles ont été rajoutées en fait à ces provisions, et ce qui fait que la Papouasie et la Nouvelle-Guinée étaient considérées comme faisant partie du territoire australien à part entière, donc étaient assimilées au territoire australien pour ces questions de loi de navigation, alors que dans le même temps, elles étaient toujours considérées comme des territoires étrangers en termes de politique douanière. Donc il y avait un statut un petit peu à part par rapport aux colonies habituelles où elles n'étaient généralement pas assimilées au territoire métropolitain. Et donc en effet, ça avait un problème important qui était que ça forçait l'utilisation de navires australiens pour le commerce avec la Papouasie, donc avec la capitale Rabaul qui est ici en Nouvelle-Guinée, ou Port Moresby en Papouasie. Ça forçait le commerce à retransiter par Sydney avant de pouvoir repartir en Europe. Donc il n'y avait pas la possibilité d'exporter facilement. Donc on va voir un peu précisément donc, ce que ça impliquait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment, en 1923, on a cette situation un petit peu étrange, où on a une jeune métropole coloniale, l'Australie, qui s'est battue pour obtenir un empire colonial à part entière, mais qui semble incapable de faire ce qui est l'alpha et l'oméga du colonialisme à l'époque, c'est-à-dire de favoriser le développement économique de son empire colonial, en appliquant une politique économiste qui favoriserait le développement économique de ces colonies, et non en l'entravant, comme c'est le cas. Alors, cette situation est liée au fait qu'il y a une sorte de co-construction de la politique coloniale et de la politique économique par le gouvernement, mais surtout par une société qui s'appelle Burns Philip & Co., qui est une société de transport assez importante et assez influente, dont les fondateurs et les agents dans les îles de l'Océanie sont très liés à des hauts fonctionnaires australiens. Donc, en particulier, à cette époque, le manager pour les îles de Burns Philip & Co., qui s'appelle Walter Lucas, c'est un proche de Attlee Hunt, et ce Attlee Hunt, en fait, c'est le haut fonctionnaire qui est responsable de la politique insulaire de l'Australie, et donc des territoires extérieurs, de 1901, qui est la date de la fédération de l'Australie, de la création de l'Australie en tant que telle, à 1921. Et donc Hunt et Lucas sont amis, et ce qui fait que Hunt, dès que la Papouasie commence à devenir australienne, va accorder à Burns Philip & Co. officiellement une subvention pour le service postal, donc pour le transport du courrier, qui va faire que Burns Philip & Co. va rapidement avoir un monopole sur la liaison Sydney
Port Moresby, sur la région Sydney-Papouasie, grâce à cette subvention. Et donc en échange, Lucas lui ramène des perles, par exemple, qui sont pêchées dans la région. Donc on est à la limite de la corruption. Et donc, durant la guerre, ce lien privilégié en fait, va se poursuivre, puisque, d'une part, le nouveau gouverneur général d'Australie, donc le représentant de l'Angleterre, est un proche du fondateur de la société, James Burns, ce qui fait que donc, lorsque le gouvernement australien échange avec le Royaume-Uni, et notamment pour savoir quelles troupes envoyer en 1914 pour occuper la colonie allemande, James Burns va pouvoir suggérer à Ferguson des noms, et notamment il suggère un colonel qui travaillait pour Burns, Philip & Co. Donc c'est ce colonel qui est envoyé à la tête de la force d'occupation en 1914. Son état-major qui est composé de proches qui ont aussi des intérêts dans Burns, Philip & Co. Et ce qui fait que donc, cette société se retrouve dans la Nouvelle-Guinée occupée à avoir un monopole officiel dès 1914 sur le transport en fait, de toutes les marchandises de la colonie occupée à l'Australie. Et avec des conditions très favorables, puisqu'ils ont le droit de surenchérir de 10% leur prix du fret habituel. En 1916, ils ajoutent cette domination sur le transport à un monopole sur le commerce, puisqu'en fait, donc Attlee Hunt, sur les conseils de Walter Lucas, fait arrêter les principaux marchands allemands qui étaient sur place, et Burns, Philip & Co. rachète l'ensemble des sociétés commerciales allemandes qu'il y a dans ce territoire de Nouvelle-Guinée. Et donc jusqu'à la fin de la guerre, comme ça, il y a des passe-droits qui s'accumulent et qui font que BPC donc, se retrouve avec un monopole, donc un monopole de fait, un monopole légal, dès cette époque. Et donc durant la guerre, le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui n'est pas actif que là, hein, qui est actif dans toute l'Océanie, a augmenté de 74% en 4 ans et son bénéfice de 64%. Donc c'était assez efficace. Donc là, on est dans le cadre de la guerre, la situation est critiquée, mais pouvait être acceptée par certains. Et donc, il y a des débats à cette époque pour savoir si cette situation doit se poursuivre après la guerre. Donc, différentes réflexions sur comment sauvegarder le commerce australien dans la zone si on applique le droit qui force à utiliser un équipage blanc et très fortement payé. Donc une première commission, celle-ci créée par le Parlement, conclut qu'il sera très difficile, voire impossible, de continuer à assurer un commerce fort entre l'Australie et les îles si jamais on applique les lois sur la navigation, puisque le coût de main-d'œuvre serait beaucoup trop cher. Et donc le problème est débattu par d'autres personnes, notamment les colons sur place. Eux aimeraient bien que leur territoire ne soit pas inclus justement dans cette loi de navigation qui est toujours en suspens et qu'on parle d'appliquer. Parce qu'ils ont peur que si on fait ça, du coup, on interdirait les entreprises étrangères et ils se retrouveraient complètement dépendants de quelques entreprises, notamment de cette entreprise qui a déjà des aides et qui est favorisée. Donc le choix qui va être fait par le gouvernement, ça va être un choix d'appliquer ces lois de navigation, un choix personnel du Premier ministre William Hughes, qui le scelle définitivement dans une rencontre secrète avec le représentant londonien de la compagnie, que ce représentant londonien commente en disant que c'était une affaire qui était préférable de mener le plus discrètement possible. Donc toute cette coopération entre le gouvernement et la société se fait de manière secrète dans cette période. Et donc, dès que cette réunion a eu lieu, les navires japonais qui approchent, par exemple, vont être refusés en Nouvelle-Guinée. On va les empêcher de charger du copra. Et donc Hugh met en marche la machinerie pour étendre cette Navigation Act. Et donc, comme il ne veut pas le faire d'une manière trop brutale, il va décider de mettre en place une commission d'experts. Donc cette fois-ci une commission royale, donc c'est un type de commission dans l'Empire britannique nommée par le gouvernement et dont généralement on suit l'avis majoritaire quand on veut faire
une mesure quelconque. Mais dans cette commission, s'il nomme comme président le gouverneur de la Papouasie, donc une personne qui est plutôt hostile à un monopole d'une société, les deux autres membres sont Hunt et Lucas, donc c'est deux personnes qui sont favorables à l'un qui travaille pour la société et donc qui la quitte pour siéger à la commission, mais qui est toujours intéressé. Et donc son ami qui travaille au ministère. Et donc évidemment, le rapport de la commission va entériner cette décision donc d'étendre les Navigation Act à la Papouasie et à la Nouvelle-Guinée. Donc ça provoque une sorte de fermeture de fait du commerce néo-guinéen aux navires non australiens. Et donc, façon dont les différents acteurs réagissent face à cette extension de la loi. J'ai essayé de glisser un petit peu de risque aussi. Tout d'abord, Burnsfield Co., qui est à l'origine elle-même de cette loi, elle-même considère qu'il y a des petits risques commerciaux pour elle. Elle va essayer de les mitiger le plus possible. D'une part, elle va réclamer une augmentation des subventions postales, de ces subventions donc pour le courrier qu'elle amène de Sydney à la Papouasie, de Sydney à la Nouvelle-Guinée et de Sydney à d'autres îles. Donc elle obtient une assez forte hausse de ces subventions pour compenser la nécessité d'employer des marins blancs. Mais elle va aussi, alors même qu'officiellement son directeur dans la presse soutenait la loi en disant qu'il fallait défendre les marins australiens, elle va créer une filiale basée à Fidji, Burnsfield South Seas, qui va pouvoir contourner l'obligation d'employer des marins blancs puisqu'elle est sous droit britannique. Et du coup, tout le commerce de Burnsfield qui ne va plus transiter par l'Australie ne sera donc basé à Fidji dorénavant. Donc Burnsfield Co. utilise disons tout l'arsenal possible pour éviter d'être touché par cette loi. Au niveau diplomatique, il y a un risque qui émerge légèrement à l'époque, mais qui ne se concrétise pas ensuite. Les Japonais protestent en fait. Ils protestent parce que déjà leurs navires continuent à être rejetés, alors que parfois des navires américains sont acceptés. Donc c'est le racisme habituel des Australiens qui, à l'époque, avaient une politique officielle d'Australie blanche qui s'exprime. Comme le Japon, au même moment, est en train de réfléchir à ce qu'il va faire lui-même des îles qu'il a récupérées aux Allemands et qu'il aimerait bien peut-être aussi se les accaparer comme le font les Australiens, il n'y a pas encore en 1919-1920 d'actions qui vont au-delà de cette unique protestation en octobre 1920. Les colons, eux, sont hostiles à cette Navigation Act qui donnerait un monopole, qui pérenniserait le monopole de fait de Burnsfield Co., puisque ce serait la seule société subventionnée qui aurait les moyens de rendre rentables ces lignes vers la Papouasie et la Nouvelle-Guinée. Ils sont hostiles d'une part parce que, comme tout monopole, en cas de rupture, de problème du navire, il y aurait une rupture d'approvisionnement. Et ça arrive fin 1919, début 1920, pendant 3 mois, il n'y a plus aucun navire qui arrive dans les deux territoires à cause d'une grève qui a lieu à Sydney des dockers. Mais ce n'est pas ça la critique principale. La critique principale, c'est les risques d'abus de position dominante. Donc les colons ont peur que les marchandises amenées soient vendues beaucoup plus cher que leur coût réel, que les produits agricoles soient achetés beaucoup moins cher que sur les prix du marché. Ils ont peur que les navires ne soient pas entretenus assez bien puisqu'il y aurait un monopole. Et donc ils expriment toutes ces craintes, mais sans effet, notamment lors d'une visite du ministre de l'Intérieur et des Territoires. Donc tout ceci, c'était inefficace. Et la loi se retrouve à être appliquée dans un contexte de crainte d'un effondrement complet de l'économie. Mais en fait, si effondrement complet de l'économie il n'est pas lié à la loi, il est lié à un éclatement de la bulle qu'il y avait à l'époque sur le copra, donc cette noix de coco séchée qui faisait plus de 90% des ressources de ces îles à l'époque. Et du coup, il y a de toute façon une crise qui est qui a encore plus d'effet que ce simple changement dans la façon dont les bateaux sont équipés en hommes. Bref. Donc, cette période 21-25, la période où la Navigation Act est en action, c'est une période où, en fait, ce qui était craint est à peu près réalisé. Donc, les craintes des colons sont réalisées. Comme leur copra doit repasser par Sydney avant d'être réexporté, ils doivent le vendre à peu près 3 livres de moins que les prix du marché pour qu'il puisse être vendu au même prix après sur les marchés internationaux. Donc, ils perdent en moyenne 3 livres par tonne de copra. Or, quand le cours du copra est à 12 livres, évidemment, ça fait des pertes assez importantes vu que le coût de revient est d'une dizaine de livres. Et le coût de la vie est aussi artificiellement élevé, donc tous les biens vont coûter plus cher, donc d'où des protestations régulières. De plus, l'organisme qui est chargé
Donc il y a un Board of Expropriation qui a été mis en place pour exploiter les plantations allemandes dont les propriétaires ont été expropriés. Cet organisme, il est censé être indépendant du pouvoir, mais à sa tête, on retrouve encore l'omniprésent Lucas, donc l'ancien membre de la BPC, est placé à la tête de cet organisme qui, du coup, est l'organisme le plus riche du territoire puisqu'il a toutes les plantations à sa disposition. Et donc, il mène systématiquement une politique qui est plus favorable à Burnship Co. qu'à l'administration. Donc, il y a différents événements qui surviennent. Mais cette situation problématique donc, est conservée par le gouvernement, par le ministre qui est toujours Hughes à cette époque, au nom, donc on voit, de l'intérêt supérieur. Il reconnaît qu'il y a un problème, mais le patriotisme doit pousser à accepter ces problèmes pour éviter que ça tombe dans les mains des Japs et des Hollandais. Oui, mais c'est, je cite. Oui, c'est dans le texte légal, le rapport de la commission parlementaire, c'est un JAPS. Sinon, j'aurais dit les JAP. Oui, mais la traduction de JAPS, c'est JAP. J'ai lu Bogdani. Donc, comment ils vont réagir? En fait, ces colons, comme le gouvernement refuse, il y a une campagne de presse importante qui va être, importante qui va être développée et qui va finir par leur permettre de récupérer le soutien de la presse australienne. Donc, Herbert Murray, à chaque fois qu'il est présent à l'étranger, va en général tenter de défendre le fait qu'il faudrait supprimer cette loi qui empêche, qui renchérit le coût du commerce et qui appauvrit les colons. Et la presse, en règle générale, va relayer les doléances des colons. Donc, le titre de cette partie-là, une clôture qui ne s'ouvre que sur l'Australie, c'était justement le titre d'un article. Donc, cette citation aussi montre que les liens avec Burnship Co. commencent à être mis en avant dans la presse et à être critiqués. Donc, en 1923, on trouve vraiment dans toute la presse des articles régulièrement là-dessus. Par contre, il n'y a aucune pression internationale. Donc, le Japon arrête de critiquer la situation puisqu'en fait, il décide de faire pareil. Il force tous les navires qui veulent commercer dans son mandat des mers du Sud, les anciennes colonies, la Micronésie, toute cette région, à passer par Kobe. Et il fait une sorte d'union douanière avec ces îles. Et de son côté, la commission des mandats de la SDN, elle ne fait tout simplement rien, alors qu'elle est censée gérer le territoire de Nouvelle-Guinée et qu'elle devrait pouvoir agir. Donc, ces protestations finissent par aboutir. Elles finissent par aboutir à la formation d'une commission qui va enquêter sur cette loi, et notamment à cause de l'attitude de Burnship Co. qui est de plus en plus critiquée. Notamment ces sous-investissements chroniques. Donc, en 1922, il y avait un des navires qui avait disparu. Oui, j'ai mis 2 fois Morinda, donc petite erreur. Le Morinda, qui est le navire qui allait en Papouasie, était un navire de 1900 tonnes, donc pas un navire énorme, pas un navire très moderne ni très rapide. Un autre petit navire avait disparu en mer quelques mois plus tôt, et au lieu de le remplacer, alors c'était le seul navire qui permettait de lier les 2 colonies qui faisaient Port Moresby-Rabaul, Burnship Co. décide de simplement agrandir le Morinda en investissant à peu près 7 000 livres au prétexte que ça coûterait trop cher. Mais dans le même moment, il investit plus de 140 000 livres à Londres, exactement au même moment, ce que relaye la presse. Et donc ça donne un peu l'impression qu'ils profitent de manière abusive de leur monopole permis par la Navigation Act. Donc il y a cette commission qui est formée. Cette commission est formée, elle enquête en général sur la loi et spécifiquement dans son application dans les territoires. Et donc, dès le moment où elle va dans les territoires et où elle interroge notamment les représentants locaux de la compagnie et les colons, BPC comprend qu'en fait, les lois de navigation vont être annulées. Et donc, comme elle avait préparé les lois de navigation en 1920 en créant des sociétés à part pour diminuer les risques sur son activité, elle prépare en fait dès 1924 la fin de la Navigation Act, en notamment développant une ligne Singapour-Melbourne qui passe par Port Moresby, Samarai et Rabaul, les 3 principales villes des 2 territoires. Et donc cette ligne n'est pas rentable quand elle l'a fait en 1924, mais elle calcule qu'avec des marins océaniens ou asiatiques, elle serait rentable. Et ils essayent encore de renégocier à leur avantage la subvention postale, comme tous les 2 ans. Donc elle continue à s'adapter. Donc je passe encore sur tous les exemples détaillés. Et donc, 3e partie, les conséquences ça va être dans 5 minutes du coup, hein. Les conséquences à
ce qui se passe du coup à la fin, comment c'est aboli. Donc la Commission, dans ses conclusions, est favorable à l'abolition des Navigation Acts. Seulement 4 des 7 commissaires la signent, puisque deux de ceux qui ne se sont pas rendus en Nouvelle-Guinée préfèrent s'abstenir. Et l'un est contre, mais lui, il estime qu'il faudrait que l'État subventionne massivement des lignes partout pour aller dans toutes les directions, et il sait que c'est irréaliste d'un point de vue financier. Et donc le rapport majoritaire conclut, d'une part, que l'application de la loi à la Papouasie retarde sérieusement le progrès du territoire, et d'autre part, que l'application de cette loi de navigation à la Papouasie est à la fois viciée dans son principe et injuste dans son application, puisqu'elle elle entrave ces deux coins du territoire, et aussi qu'il est absurde de considérer que ces deux colonies sont à la fois des composantes à part entière de l'Australie en termes de navigation, mais sont des pays étrangers en termes de douane. Et donc, on a le gouvernement suivant, le gouvernement Bruce, qui va appliquer immédiatement les recommandations de la Commission dès le 1er septembre 25. Donc, les recommandations ont été publiées en juillet. Donc, dorénavant, une compagnie américaine, par exemple, qui fait San Francisco-Sydney, va pouvoir refaire San Francisco-Rabaul-Sydney ou San Francisco-Port Moresby-Sydney, et donc charger des produits à cet endroit et les vendre un petit peu moins cher. De plus, Bruce décide aussi d'ouvrir le cabotage dans les colonies aux navires étrangers. Donc on peut aller de ports ou de petites villes ou de petites plantations au sein des colonies, même quand on est un navire étranger. Et l'année suivante, il va améliorer de manière un peu plus large les possibilités économiques du territoire. D'une part, avec une loi douanière qui ne va pas être une loi où tous les droits de douane vont être levés pour la Nouvelle-Guinée et la Papouasie. Par exemple, le copra et le cuivre, qui sont les deux ressources principales à ce moment-là, continuent à être taxés de la même manière que sont taxés les autres produits de l'Empire britannique. Mais de très nombreux produits bénéficient donc d'une exemption, notamment le café, les noix de coco qui ne sont pas transformées, le gingembre, les fruits tropicaux. Donc il y a une volonté d'accompagner un développement de l'économie. Et de plus, il passe une autre loi, donc la loi sur les bounties, la loi sur les primes, il manque un N. C'est une loi qui offre en fait jusqu'à 25 000 livres par an de primes pour encourager l'exportation de biens comme le cacao, encore la vanille, les épices qui ne sont pas produits. Et l'idée, c'est que non seulement ces produits, s'ils sont exportés bruts vers l'Australie, il n'y a pas de droit de douane, mais en plus, on a une prime de quelques livres à quelques dizaines de livres par kilo. Alors, conséquence à court terme de ce retour à la liberté ou cette relibéralisation du commerce, pour la Papouasie et la Nouvelle-Guinée, il y a bien une croissance continue de la production du copra dans les années suivantes, mais on voyait qu'il y avait déjà une croissance continue de la production du copra dans la période 20-25, donc il n'y a pas vraiment de causalité claire à ce niveau-là. Donc il semblerait que pendant toutes les années 20, il y ait plus eu une dépendance aux logiques globales du marché mondial finalement que réellement à cette limitation à Burnside & Co. Peut-être parce que les quantités en fait étaient assez suffisantes pour être absorbées entièrement par leurs navires. Cependant, donc, on a quand même globalement une progression du commerce en règle générale de la Papouasie et de la Nouvelle-Guinée dans les années suivantes dans une logique de diversification. Mais cette logique de diversification qui permet une balance commerciale positive pendant toutes les années 30, même pendant la crise pour les deux colonies, elle n'est pas due à la superbe loi sur les bounties du gouvernement, puisqu'en fait, des 250 000 livres possibles en 10 ans, il n'y en a que 8 000 qui sont distribués. Elle est due simplement à la découverte d'or, et l'or va alimenter le budget des deux colonies, à la fois le budget et la balance commerciale. Donc c'est un développement endogène plutôt que les politiques fédérales qui ont joué. Et pour Burnside & Co., c'est en fait toujours chaque année la seule société à candidater aux subventions postales, puisqu'en fait sa période de monopole lui a permis d'écraser toute concurrence, et aucun homme d'affaires n'a la volonté de créer une société ou d'investir en capital pour en créer une qui pourrait les contester. Donc ces exportations de la Papouasie et de la Nouvelle-Guinée vers l'Australie diminuent en effet un peu. Elles sont captées par des navires qui viennent directement du Royaume-Uni ou directement des États-Unis et qui font escale en Papouasie ou en Nouvelle-Guinée. Mais c'est compensé par les importations, c'est compensé aussi par une croissance du commerce dans le reste du territoire, et notamment par le fait que la société
qui achètent le plus de copra en Nouvelle-Guinée à cette époque sans passer par l'Australie. C'est en fait Burns Philip South Seas, donc leur filiale basée à Fidji. Finalement, Burns Philip & Co., on voit que son monopole n'a guère été ébranlé par la fin de cette Navigation Act. Et même si elle va demander régulièrement de les réactiver en jouant notamment sur la germanophobie, ça ne fonctionne pas. Et donc, conclusion, cette brève période de fermeture quasi complète des 2 colonies australiennes, ça témoigne d'une part de la faible importance stratégique et commerciale de la zone, c'est le drame quand on travaille sur l'histoire de l'Océanie, c'est que c'est toujours la faible importance. Deuxième, ça témoigne d'une interprétation maximaliste de la catégorie C des mandats de la Société des Nations. Donc c'était un mandat de catégorie C. Normalement, Société des Nations équivaut à internationalisation, puisque la liberté des mers était une des bases des 14 points de Wilson. De fait, le territoire de Nouvelle-Guinée se retrouve moins internationalisé dans son commerce que bien des colonies nominales, donc une sorte de paradoxe. Ça montre aussi, ça c'est plus le sujet de ma thèse, la forte immaturité du colonialisme australien en 1919, puisqu'il est limité à quelques lobbies qui finalement sont assez puissants pour imposer leur volonté à un État qui est indifférent et à un public indifférent. Et enfin, ça montre quand même lentement, à partir de 1925, un certain début de prise de conscience chez l'élite politique australienne que posséder des colonies, ce qui fait bien parce que toutes les nations modernes doivent avoir des colonies, il faut quand même au moins faire semblant d'un petit peu les mettre en valeur. Et donc, c'est à partir de ce moment que l'Australie fait semblant de mettre en valeur ses colonies. Bon, voilà. J'ai zappé toutes les citations choc et tous les chiffres, mais c'est pas grave.